Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Un petit like, on s'abonne. Pourquoi ça? Parce que ça permet de faire progresser cette chaîne, ça me permet de te présenter de plus en plus de jeux avec mon avis tranché, comme tu l'aimes bien normalement, enfin en tout cas j'espère. Dans ce cas-là, et bien voilà, il suffit juste de m'aider, tu mets un petit coup de main, c'est juste un petit coup de main, ça prend 2 secondes et ça fait progresser la chaîne, c'est indéniable. Bref, dans cette vidéo, je te parle de jeux en financement participatif, de jeux qui viennent de sortir, de jeux qui viennent de sortir, de jeux qui viennent de sortir, et on commence maintenant. Je commence tout d'abord par parler d'un jeu qui s'appelle Clash D-Day. Ça, c'est en GameFound actuellement. Là, je suis en train de tourner, c'est en GameFound encore pendant une vingtaine de jours. T'as le temps. Mais bon, ça arrive. Ça coûte une 60aine d'euros, je crois, c'est 59. L'idée, quelle est-elle? Eh bien, c'est une rethématisation, finalement, de Clash of the Ardennes, qui est un jeu, voilà. En gros, là, on a le Clash D-Day parce que c'est les 80 ans du D-Day. Voilà, c'est commémoration, c'est cool, on aime bien ça. Donc, l'idée, c'est que tu vas voir donc 2 joueurs qui vont s'affronter, un qui va avoir le camp des Alliés, l'autre qui va avoir le camp des Allemands sur les plages de Normandie. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple, tu as 25 unités qui sont disponibles de ton côté, et à chaque tour, tu as un certain nombre, tu as 4 points que tu vas pouvoir dépenser, et pour ça, tu vas pouvoir dépenser 1 point pour placer des unités sur des lignes qui correspondent, ça correspond à des tranchées, mais finalement, c'est pas des tranchées, mais bref, t'as compris, c'est des lignes de conflit, quoi, grosso merdo, et tu vas pouvoir placer ces unités-là, tu vas pouvoir prendre une unité qui est déjà placée, la mettre plus en avant, ça coûtera 2 points, de cette manière-là, 2 points d'action en tout cas que tu as. Si jamais une de tes unités est bloquée par une unité plus forte, eh bien tu vas pouvoir dépenser 3 points pour pouvoir la retirer. Parce que l'idée, elle est là, c'est que tu vas placer des unités, ton adversaire va faire de même, et au bout d'un moment, bah forcément, il va y avoir un clash. Ça s'appelle pas Clash d'idées pour rien. Clash, et oui. Et alors dans ce cas-là, comment ça marche? Eh bien c'est simple, suivant un système un peu chifoumesque, dans le sens où tu vas avoir des tanks qui sont plus forts que des soldats, qui sont plus forts que des mines anti-chars, qui sont plus forts que des tanks. Et voilà, hop, la boucle est bouclée. Et donc, de ce point de vue-là, tu vas pouvoir donc tenter une stratégie, parce que c'est vraiment un jeu très stratégique par rapport à ça, de placement de tuiles, dans lequel donc tu vas devoir placer des tuiles, et forcément, si au bout d'un moment ça se connecte, eh bien c'est le plus fort qui l'emportera. Mais il y a des stratégies aussi à opérer, dans le sens où tu peux tout à fait éliminer celui qui se trouve en face, en disant, bah je t'élimine, t'es mort, fin de l'histoire, hop, qu'est-ce que t'as quelque chose à dire? Non, sûrement pas. Ou alors tu fais rien du tout, et dans ce cas-là, tu vas bloquer ton adversaire, et ça va lui coûter, comme je te disais, 3 points pour pouvoir retirer cette tuile, et pouvoir placer autre chose. Autour de ça, t'as des unités spéciales qui ont des effets spécifiques, tu vas pouvoir en mettre une de manière simultanée, en gros tu peux pas en mettre plus d'une, voilà, et si jamais tu la retires, tu vas pouvoir en mettre une autre, c'est comme ça que ça marche. Bref, et voilà, c'est très intuitif, c'est très facile à mettre en place, c'est des parties que tu peux enchaîner, et l'idée ça va être de réussir à conquérir les lignes qui te correspondent. Donc il y a des chiffres sur ces lignes-là, tu vas piocher une carte objectif qui va te dire, bah moi je veux la 2 et la 6 pour que tu gagnes. Et bah très bien, si tu fais ça t'as gagné, si par contre tu peux gagner aussi d'une autre manière, c'est si t'arrives en contrôler 3. Tu les contrôles quand t'as que des unités à toi qui arrivent au bout. Dans ce cas-là, tu places un petit jeton pour dire ça, c'est à moi. Tu as une carte qui te dit qu'est-ce que tu as gagné, hop, un petit bonus spécifique, et voilà. On va laisser peser ta Clash D-Day. Et c'est sympa Clash D-Day, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, c'est très sympa, c'est un jeu vraiment stratégique, 2 joueurs, facile à mettre en place, des parties assez rapides, une thématique qui est respectée, voilà, il y a vraiment ce sentiment un peu de je te cherche pas, hop, on se jauge pas, on se tire dessus, on se tire pas dessus, et ça je trouve ça très intéressant. Il y a un matos qui est qualitatif, alors je te parle de ça, je n'ai pas vu tout le matos, mais j'ai vu en tout cas certains échantillons. J'ai vu ce qui allait arriver. Des tuiles en bois, notamment, pour remplacer les tuiles en carton. Des jetons commémoration, j'ai dit en or, mais tu te doutes bien que c'est pas de l'or, mais doré tout du moins. Voilà, des jetons aussi pile ou face, dans lesquels tu vas pouvoir déterminer qui joue en premier. Ce genre de choses-là, et on aime bien ça, voilà. Donc, n'hésite pas à aller voir le projet, je vais mettre le lien dans la description si ça t'intéresse. Et voilà, on enchaîne sur un autre jeu qui va arriver là en Let's Pledge, si c'est pas déjà le cas, on va parler de AI 100%, 100% Human. Ouais, c'est difficile à dire, c'est un nom, le nom est un peu long. Ouais, le nom est un peu long, on sait pas trop où est-ce qu'on va en venir. C'est un jeu par Explorate, qui a proposé Fédération plus récemment. Et c'est un jeu de construction de tableaux, de draft et de scoring immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien c'est simple, tu vas piocher les cartes en début de partie, et tu as une intercalaire dans ton jeu de cartes que tu vas placer, hop, les cartes qui sont à gauche, enfin tu vois, dans le bon sens, voilà, qui sont de ce côté-là, c'est les cartes à toi, et les cartes de ce côté-là, il va falloir que tu en sélectionnes une pour la mettre de l'autre côté, et ensuite tu vas donner le paquet à ton adversaire de gauche, ça c'est du draft. Et une fois que tu as fait ça, tu vas placer une carte dans ton tableau qui va faire un 3 par 5.
Tu auras forcément un tableau de 3/5 à la fin. Le truc, c'est que ces cartes, quand tu vas les placer, tu vas scorer immédiatement dessus suivant les conditions qui sont notées. Donc là, ça va dépendre de la construction de tableau que tu auras déjà faite, ce qui est déjà déroutant dans le sens où il y a certaines cartes, si tu les joues immédiatement, bah tu gagnes pas de points parce que t'as rien mis sur le plateau quasiment. Mais ça peut t'aider aussi à scorer plus fort sur des cartes qui te demanderont que certaines couleurs, certains chiffres soient mis en place vis-à-vis de ces cartes-là. Et ça, c'est très intéressant. Donc tu vas avoir des objectifs de scoring type, bah voilà, si tu réussi sur une ligne à avoir un 3 et un 5, très bien, t'as tant de points. Si sur toutes les lignes, t'arrives à avoir cette combinaison-là, t'as tant de points. Aussi sur voilà, le nombre de couleurs différentes que tu peux avoir dans ton tableau. Bref, et tout ça, c'est plutôt très bien expliqué. On a des aides de jeu qui permettent d'identifier rapidement ces icônes, donc forcément, on perd beaucoup moins de temps, et ça, l'iconographie, c'est un point fort de AI 100% Human, et c'est quelque chose qui, clairement, m'a convaincu. Bref, le jeu est adoré sur la chaîne Jeux en carton, parce que clairement, ça fait carton plein autour de moi, et moi je m'éclate à jouer à ça. Le bémol, c'est que la thématique, clairement, elle n'existe pas. Le jeu n'est pas superbe esthétiquement parlant, par contre il est extrêmement efficace, et ça c'est plaisant. Tu vas jouer, tu joues 2 manches, donc 2 manches de 7 tours, tu draftes 7 fois, objectif de fin de manche, comment t'as scoré dessus, très bien, ça peut te driver un petit peu sur le tableau que tu essaies de construire. Hop, on passe à la deuxième manche, on commence la même chose, hop, décompte de deuxième manche, et ensuite décompte de fin de partie avec une carte spécifique pour toi, pour la couleur que tu as choisie, avec du décompte supplémentaire, bref, décompte, construction de tableau, stratégie différente, rejouabilité maximale, parce que beaucoup de cartes, et parce que beaucoup de dispositions différentes en fonction de ce que tu vas piocher, de ce que tu vas drafter, bref, c'est très intéressant, moi c'est un jeu que j'ai adoré, donc clairement quand il arrivera en late pledge, si c'est pas le cas quand tu regardes cette vidéo, je t'invite très fortement à aller y jeter un œil, et même à pledger, je te le dis, tu devrais pledger, si ça te plaît. Ça te plaît évidemment, tu fais ce que tu veux. J'enchaîne avec un jeu qui est sorti il y a très peu de temps. Ici on aime bien le dungeon crawler, on aime bien ça les dungeon crawlers. On va parler de Dungeon, que je le fasse dans ton sens. Dungeon Saga Origin. Dungeon Saga Origin, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, donc un dungeon crawler, dans lequel tu vas incarner des héros type Heroic Fantasy qui vont dungeon crawler un donjon. Bref, beaucoup de dungeons. Sauf que t'as la possibilité de jouer face à un maître du jeu, donc ça c'est pas nouveau, on connaît déjà, on a déjà joué à Descent par exemple, Descent V2, on a joué à ça, on peut jouer la possibilité d'incarner le maître du jeu, et ça j'aime bien moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette idée d'être un peu l'entité du mal, d'être celui qui contrôle, très cool, mais t'as la possibilité de jouer en solo ou coopératif suivant un système automatisé, qui est assez bien fichu, voilà, comment ça marche, c'est très simple, tu vas pouvoir réaliser des actions pendant ton tour, donc le maître du jeu a le livret de scénario qui va lui dire bah voilà, ces endroits-là, il y a ça, il doit les faire apparaître au fur et à mesure que les lignes de vue des alliés là découvrent des choses. Ah tiens, il y a une porte ici, ça c'est pas genre elle arrive devant toi, ah il y avait pas de porte, il y a une porte, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc les alliés, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Ils vont pouvoir se déplacer, ils vont pouvoir attaquer, ils vont pouvoir rechercher aussi, explorer pour chercher des trésors ou des secrets si jamais le maître du jeu il voit ah là il y a un secret, t'as vu, hop, t'as découvert un secret, t'es trop fort. Et voilà comment ça va se passer. Donc on progresse, il faut aller atteindre un objectif. Comment ça marche les combats ? T'as des D6, tout simplement. Donc le maître du jeu va avoir les cartes des monstres qui sont en jeu, et les héros vont avoir les cartes du héros, et donc dans ce cas-là, si tu fais une attaque au corps à corps, t'as une valeur de corps à corps qui te dit combien de dés que tu dois lancer, et la valeur de défense de l'ennemi va dire les dés qui sont éliminés par rapport au lancer de l'adversaire. Donc si par exemple t'as une défense de 2, tout ce qui est à 2 et 1, hop, ça dégage, et en même temps, il aura un certain nombre de dés à lancer en fonction de sa valeur de corps à corps également. Hop, on compare les maximums avec les maximums, et puis forcément ça fait des touches, voilà. On regarde combien de touches on fait. Et on élimine la figurine, et c'est comme ça que ça va marcher. Donc, Dungeon Saga Origin, tu l'auras compris, ça révolutionne que dalle, c'est pas fait pour ça. Dungeon Saga Origin, c'est un jeu qui va être une sorte, je pense, en tout cas, d'intermédiaire entre deux grosses campagnes. Si t'as des grosses campagnes de Dungeon Crawler, et que t'as envie de faire un truc un peu plus léger, tu peux sortir Dungeon Saga Origin, mais attention, c'est pas pour tout le monde. C'est un jeu qui va vraiment être axé, à mon sens, vers les néophytes du dungeon crawling, parce qu'il y a vraiment pas grand chose en termes de mécanique autre que du lancer de dés. Et ou peut-être ceux qui sont amoureux, qui sont un peu nostalgiques de HeroQuest et de ce type-là, parce qu'on est vraiment ancré dans ce périmètre-là, quoi. On est vraiment dans du jeu old school qui apporte rien de nouveau. Donc, soit t'es vraiment néophyte et donc Dungeon Saga Origin, t'aimes bien, soit t'es un nostalgique, ça peut te rappeler du HeroQuest et ça c'est assez cool, mais par contre, attention, si tu es un féru de Dungeon Crawler et que tu cherches vraiment des sensations nouvelles, là il faudra que tu passes ton chemin parce que clairement tu ne t'y retrouveras pas dans Dungeon Saga Origin. Voilà, donc
Si tu mets ça tout bout à bout, donc Dungeon Saga Origins, c'est un jeu approuvé sur la chaîne Jeux en carton pour cette catégorie de personnes-là. Voilà. Je continue avec un jeu qui... j'adore. On va parler de Anunnaki. Anunnaki, un jeu de Danilo Sabbia et de Simone Luciani, qui est un 4X Eurogame. C'est marqué sur la boîte. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez incarner une civilisation avec un dieu à sa tête. Vous allez avoir votre plateau planète, un plateau rond. Déjà, c'est assez original pour être souligné. Pas très pratique, attention. Mais vous avez aussi un plateau central qui est le plateau de Gaïa, et dessus, vous avez de l'Atlantide que vous allez pouvoir conquérir. Bref, voilà. Comment ça marche? Vous avez un système d'étoiles, en fait, sur votre plateau, et dans chaque intersection de l'étoile, vous allez placer des tuiles d'action au hasard. C'est-à-dire que ce sera toujours les mêmes tuiles d'action, mais par contre disposées différemment, ce qui apporte déjà, premièrement, de la rejouabilité. Chaque joueur va faire pareil. À ton tour, tu vas prendre un jeton, ton jeton d'action, tu vas le placer sur l'une de ces tuiles et générer l'action qui se trouve dessus. Tu vas pouvoir déplacer des troupes sur ta planète, la téléporter sur une autre planète, tu vas pouvoir générer des ressources vis-à-vis de ce que tu contrôles vis-à-vis de tes troupes, donc des ressources que tu vas prendre et que tu vas mettre sur ton plateau. Tu vas pouvoir également collecter les revenus de ces colonies, donc tu vas construire des bâtiments à différents endroits, ce qui te permettra de généralement produire de nouvelles unités ou gagner des points de victoire. Bref, il y a pas mal d'actions comme ça. Mais la particularité de cette étoile-là, c'est que bon, tu te déplaces où tu veux pour aller faire ce que tu veux, mais si tu te déplaces juste sur une case adjacente, tu vas placer un petit cube. C'est des sortes des cubes d'invocation, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Tu les places sur le plateau. L'idée, c'est que si tu arrives à entourer les jetons d'invocation, qui sont soit triangulaires pour les dieux mineurs, soit un pentagone pour le dieu majeur, et enfin le dieu primordial, tu vas invoquer ces figurines. Les figurines de dieux mineurs sont plus fortes que les figurines classiques, donc ils appellent ça les partisans, et en plus de ça, ils apportent un pouvoir soit immédiat, soit un pouvoir permanent tout le long de la partie, soit un pouvoir de fin de partie. Et en plus de ça, tu gagnes des avancées sur 3 pistes de développement qui sont des pistes essentielles pour gagner des points de victoire, parce que c'est un jeu à points de victoire, et ces pistes de développement, je vais t'expliquer juste après comment ça marche. Mais voilà, tu vas les placer sur le terrain, etc. Et si tu entoures le pentagone, et bien ce pentagone, c'est le dieu primordial qui va te faire évoluer sur toutes les pistes de développement, et en plus de ça, tu bénéficieras d'un pouvoir fort pour tout le reste de la partie, et cette unité est plus forte que toutes les autres. Voilà. Mais la richesse qui y existe, à mon sens, dans ce Anunnaki, c'est son potentiel combotique qui est très élevé, parce que oui, tu vas faire ton action, très bien, mais ensuite, la deuxième partie de ton tour, c'est quoi? Tu vas pouvoir dépenser du mana pour faire une autre action. Donc soit tu rejoues une action qui se trouve sur le plateau, soit tu vas pouvoir dépenser en parallèle des ressources, donc il y a de la nourriture, du bois, du métal et de l'or, pour pouvoir soit construire de nouvelles colonies, ces colonies te permettront de placer de différentes troupes à d'autres endroits et de générer plus de revenus si tu fais l'action qui correspond, tu vas pouvoir recruter de nouveaux partisans, donc de nouvelles figurines, et tu vas aussi pouvoir améliorer les actions qui se trouvent sur l'étoile. Et si tu le fais, tu gagnes des avancées sur la piste d'ingénierie, une des 3 pistes de développement, mais en plus de ça, tu rejoues cette action. Et ça, c'est très fort. Action d'un côté, action de l'autre. T'as la possibilité aussi d'acheter des cartes de combat avancées. Je reviens sur le combat juste après. Mais une fois que t'as fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, t'as une phase numéro 3, là où t'invoques ton dieu si jamais t'as réussi à entourer le jeton, mais aussi tu vas pouvoir payer des ressources suivant les tuiles que tu as récupérées, les tuiles commerce, c'est une action, tu vas pouvoir récupérer des tuiles commerce, et donc ça te permettra de générer, si tu réussis à tout payer, à générer de nouvelles ressources, et parfois même de nouvelles actions. Action étoile, action mana, action tuile, action. T'as vu ça? Le combat, comment ça se passe? Si t'arrives sur une tuile où il y a déjà un ennemi, et bien comment ça se passe? Tu vas devoir attaquer avec ces fameuses cartes avancées dont je t'ai parlé. Ce sont des cartes rouges, tu les places sur un système de mise cachée. Hop, on révèle, on compte les différentes unités qui se trouvent sur le plateau, on additionne les points. Celui qui l'emporte, il gagne tous les effets qui se trouvent sur la carte, généralement des points de victoire et des avancées sur la piste de combat. Très fort aussi. Combo encore. Action. Hop. Et c'est comme ça que ça va tourner. Et donc, en gros, la partie va s'arrêter quand un joueur va atteindre le bout d'une des pistes de développement. Donc, il y a la piste de combat qui est liée au combat, évidemment, la piste d'ingénierie qui est liée à l'amélioration des différentes tuiles du plateau, et tu as une piste de commerce qui est reliée donc à ces fameuses tuiles que tu vas payer. Donc, tu les payes, tu les résous, et en plus de ça, tu vas avancer sur la piste de commerce. Et au bout de ça, tu as des objectifs. Si tu réussis, donc genre ça te donne un multiplicateur que tu vas multiplier avec l'objectif qui est en face. Ça peut être le nombre de colonies que tu as placées, ça peut être chaque lot de 3 unités que tu as sur le terrain, etc. Tu vas faire des multiplicateurs, pouf, point de victoire, crac, boum, tchic, c'est gagné. Si tu réussis à conquérir l'Atlantide, il y a 2 territoires de l'Atlantide au centre, et bien tu vas pouvoir récupérer un pouvoir aussi assez fort que tu vas pouvoir utiliser dans la partie. Bref, il y a beaucoup de choses à faire dans Anunnaki, et c'est vraiment un gros kiff, parce qu'il y a un potentiel combotique qui est très très fort, et ça c'est très grisant dès le début de la partie. Ça va arriver très rapidement, parce qu'au début tu as déjà du mana. Donc très rapidement tu vas comprendre quand tu vas jouer,
ah mais je peux faire ça, ah mais ça peut déclencher ça, et paf 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 paf, et là, hop, c'est parti. Tu pourrais croire que le downtime, donc le temps d'attente est très fort, mais même pas, parce que finalement, tu vas réfléchir un petit peu pendant le tour des autres, et ça arrive, moi j'ai trouvé ça très fluide. Alors attention, 3 joueurs, j'ai trouvé ça très fluide, 4 joueurs, ça peut être un peu plus long, on va pas se mentir, voilà. Mais vraiment un kiff, ce Anunnaki. Un petit bémol sur la qualité des figurines. Moi j'ai des figurines, je crois que j'en ai une qui est cassée, c'est juste une lance, on s'en fout parce qu'en fait tu les regardes pas. Moi ça m'a pas impacté, je pense que des meeples ça aura fait totalement l'affaire. Maintenant bon, il y a le choix de mettre des figurines, très bien, c'est plus immersif, c'est plus cool dans des jeux d'affrontement, moi j'aime bien. Mais voilà, faut le savoir que les figurines ne sont pas de grande qualité à l'intérieur, donc on risque d'avoir un peu de casse, mais néanmoins, mis ça de côté, on a un jeu extrêmement qualitatif, extrêmement grisant, qui prend beaucoup de place sur la table, deuxième point noir, qui prend énormément de place sur la table, faut une grande table pour jouer à Anunnaki, mais bon, clairement, ça mérite le coup d'œil, si vous êtes amateur de 4X, amateur d'Eurogame, amateur des deux, pif paf pouf, ça coche des cases, et on va voir ça, et on apprécie, moi j'adore. Et on finit avec un jeu que j'attendais, vraiment je l'ai attendu. C'est un jeu d'un auteur de Stars of Akarios, un jeu que je vous en ai déjà parlé, un jeu voilà narratif, conquête spatiale, tout ça, mais un jeu qui me plaît beaucoup. On va parler de Mythwind. Mythwind, c'est un jeu, donc la promesse du jeu, c'est quoi? C'est un jeu coopératif, dans l'idée, vous allez aménager un village dans la forêt de Mythwind, donc en coopération, mais en plus de ça, vous avez de l'asymétrie, parce que chaque joueur va jouer de manière asymétrique à son petit plateau, pour pouvoir évoluer différemment. Les personnages qu'on va pouvoir incarner, on a le fermier, la marchande, l'artisane et le garde forestier vont jouer de manière différente avec différents objectifs. Voilà. Comment ça va se passer? Tout ça sur fond de narration. J'ai oublié, quand même très important, sur fond de narration. Comment ça va se passer? À chaque tour, tu vas révéler une carte météo. Cette carte météo va te dire s'il fait beau, s'il pleut, s'il fait moche. En fonction de ça, certains effets, par exemple, le fermier va avoir des effets différents en fonction de la météo par rapport à ses plantations. Bref, on regarde, tout le monde regarde un petit peu sa tambouille, et on regarde si on déclenche des événements. Si on déclenche des événements, eh bien on pioche la carte événement, on lit l'événement, et en fonction de comment on se situe niveau ressources, etc., le jeu va te dire, bah voilà ce qui va t'arriver, prends plutôt telle carte, mélange-les et crée une nouvelle pile d'événements. Et tu vas progresser comme ça au fur et à mesure dans la narration de Mythwind. Mais du coup la mécanique, comment est-ce qu'elle marche? Eh bien tu vas avoir donc des figurines, et ces figurines tu vas les placer façon placement d'ouvriers sur les actions du village pour pouvoir les déclencher. Et donc dans ces actions tu vas pouvoir faire des aventures, donc des aventures narratives, tu vas pouvoir embaucher des employés qui correspondent à des dés, donc tu vas les prendre, les mettre sur ton plateau pour faire des actions plus tard, tu vas avoir la possibilité de défricher un peu le terrain pour pouvoir ensuite faire une autre action qui est celle de construire des bâtiments qui te serviront à générer, à avoir la possibilité d'avoir d'autres actions donc sur ton plan de jeu, bref, et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir jouer des actions sur ton propre plateau qui sont propres donc à chaque personnage. Le fermier va placer des polyomino, va arroser, etc. pour pouvoir vendre des plantations et gagner des sous. L'artisane, elle, va récolter des éléments pour pouvoir les raffiner et ensuite satisfaire donc des commandes qu'elle aura, donc elle a une pioche de commandes pour pouvoir obtenir des sous. La marchande, elle, va donc suivant un système d'achat-revente et d'évolution des cours des matériaux, pouvoir jouer là-dessus pour pouvoir donc récupérer de l'argent et acheter aussi des commerces rivaux, elle va jouer par rapport à ça. Et vous avez le garde forestier qui lui va avoir pour but d'explorer en fait autour de Mythwind, donc c'est un truc vraiment à part, pour essayer d'aller collecter, en fonction des outils qu'il aura emmenés, collecter différentes ressources qu'il va pouvoir revendre pour générer de l'argent, etc., etc. Et on continue comme ça en jouant toutes les cartes météo, on a fini une saison, hop, la partie s'arrête, et on recommence, parce que c'est un jeu qui finalement ne s'arrête jamais. Vous pouvez l'arrêter vous-même, mais en gros, le jeu se dit bien, explique bien qu'il ne s'arrêtera jamais, sauf vis-à-vis de la narration. Voilà, il y a une narration, au bout d'un moment, vous avez fait toute la narration, très bien, et bien vous pouvez continuer à jouer si vous le souhaitez. Voilà. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Non, pourquoi? Parce que je n'ai pas adhéré à la proposition, et j'ai été même grandement déçu par ce qu'a proposé Mythwind. Pourquoi ça? Parce que dans la promesse, finalement, de coopération, elle est quasi inexistante. Dans Mythwind, vous allez coopérer finalement uniquement lorsque vous allez vous placer vis-à-vis de ce village. Mais encore, c'est juste une coopération contextuelle, dans le sens où vous allez vous dire, bah, est-ce que je vais construire un bâtiment, tu veux que je construise quoi? Bah ça, ok, bah vas-y, je mets ça. Ok, moi je veux cet ouvrier-là, ça dérange personne? Non? Si ça te dérange, bah ouais, je peux le prendre quand même? Oui, ok, je le prends. Et c'est tout, ça va pas aller beaucoup plus loin de ça au niveau de la coopération. Et le pire, c'est ce qui arrive après, parce que lorsque vous avez joué donc ces tours-là, vous allez donc jouer les actions de votre propre plateau. Sauf que ces actions-là, bah, génèrent absolument aucune interaction entre les joueurs autour de la table. C'est un truc, donc le jeu est en simultané. Je l'ai pas dit, mais c'est un jeu simultané. Mais sauf que lorsque vous êtes en simultané et que vous êtes dans cette phase-là, chacun fait sa tambouille sur son petit plateau.
mais vraiment, il ne se passe absolument rien autour de la table, parce que déjà, il faut vraiment s'investir grandement dans ce qui se passe autour de vous pour comprendre ce qui se passe, parce que vraiment, chaque joueur joue différemment, mais même si vous le faites, en fait, c'est pas possible. Il se passe beaucoup trop d'asymétrie entre les différents joueurs sans que vous soyez impliqués pour que ça vous intéresse. On a des jeux où j'adore les jeux, moi, avec de fortes asymétries comme vous pouvez avoir pour du Root, par exemple. On n'est pas du tout sur la même typologie de jeu, mais néanmoins, dans cette asymétrie, vous devez comprendre ce qui se passe avec votre adversaire parce que vous êtes confronté directement. Ici, vous occultez toute cette partie interaction, ce qui fait que chacun fait son truc dans son coin pour gagner du fric. Parce que vraiment, le nerf de la guerre dans ce jeu, c'est gagner de l'argent. Et le jeu, vous le subissez beaucoup. C'est-à-dire que la narration, elle arrivera que si la carte météo vous dit, pioche une carte narration. Vous ne pouvez pas vous orienter vous-même vers ça. Vous ne pouvez pas... Je sais pas si à un moment vous vous dites, voilà, j'ai gagné pas mal d'argent, etc., je vais me concentrer un peu sur la narration. Vous ne pouvez pas le faire. C'est le jeu qui va le faire pour vous. Et même dans la narration... il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre. Dans les aventures, vous allez prendre des décisions, d'accord. Par contre, pour ce qui est de la narration des événements, c'est souvent du conditionnel. Du genre, si vous avez telle et telle ressource, eh bien dans ce cas-là, vous allez mettre telle carte au lieu de telle carte. Et ça, c'est franchement dommage. Ça a l'impression d'être passif par rapport à ce qui se passe. Et le jeu en lui-même, finalement, est relativement plat. Il se passe très peu de choses dans Mifune. On a vraiment la sensation de répétition, d'être toujours en train de jouer la même chose pour gagner de l'argent. Et vraiment, il y a des personnages... Finalement, le fermier, c'est le personnage le plus simple et je le trouve le plus intéressant à jouer dans le sens où vous allez placer vos polyomino, voilà, suivant comment vous allez les placer, vous allez pouvoir acheter des machines pour pouvoir faire progresser vos plantations, etc. C'est simple, et voilà, c'est concis, ça rentre dans le cadre, c'est pas mal. Vous avez des personnages qui sont injouables. Le garde forestier, vraiment, il est injouable. Vous avez que 9 tours par saison. Le garde forestier, quand il fait une exploration, c'est minimum 3 tours. C'est-à-dire que, quand il est en exploration, il n'est pas dans le giron du village, il ne participe pas au village. C'est-à-dire que le garde forestier, quand il fait des explorations, il est pas là, il joue pas avec vous, il joue tout seul. Et en plus, la mécanique du garde forestier, elle implique que vous placez donc des cartes, outils devant un certain ordre, sauf que cet ordre-là, vous pouvez pas le changer, et ensuite vous allez révéler après ce qui va vous arriver, donc les explorations que vous allez avoir. Dans ces explorations, on va vous dire, sur telle partie de l'exploration, je veux tel outil, telle partie, je veux tel outil, telle partie, je veux tel outil, sauf que ça, c'est complètement random. C'est impossible de savoir quand est-ce que ça va arriver, donc souvent, vos cartes, elles sont mises dans le désordre, ce qui fait que du coup, lorsque vous allez jouer, vous allez générer rien, pire même, vous allez revenir avec moins que ce que vous avez fait quand vous êtes parti. C'est un truc que je trouve assez dingue. Vraiment, pour le coup, là, je trouve ce personnage complètement raté. Le truc, c'est que il y a beaucoup d'errata sur Mifune. D'errata liés à la première version. Je parle pas de la localisation de Don't Panic. Je parle vraiment de le jeu de base, en fait. De base, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui marchaient pas, et hop, bim, errata. Sauf que toi, t'as la version traduite, sans les errata. Voilà, donc... clairement, Mifune, c'est une immense déception. Immense déception, parce que j'en attendais beaucoup, il y avait un univers qui était fou, il y avait une promesse d'asymétrie qui était dingue, tout ça sur fond narratif, sauf que le jeu est infiniment plat, chaque personnage a son propre rôle et joue dans son coin, et voilà. Donc clairement, un jeu qui est recalé sur la chaîne jeu en carton, et ça me fait bien mal, parce que pour le coup, c'était vraiment un truc que j'attendais beaucoup. Malheureusement, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On s'abonne, on like, on partage ces trucs-là. Surtout dis-moi s'il y avait des jeux qui t'intéressaient. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient contacté en MP, en message privé, pour que je donne mon avis sur Mifune. Voilà, c'est fait. Donc dis-moi si c'est un jeu qui t'intéressait. Voilà, n'hésite pas à me le dire. Pareil Dungeon Saga, pareil Anunnaki, ce genre de choses-là. Va voir Anunnaki, vraiment Anunnaki, ça vaut le coup d'œil à mon sens. Bref, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. On s'abonne, on like, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton. Ciao, des bisous.